Bonjour et bienvenue dans Écolo au boulot. Je suis Cassandre Joly et mon but est de donner du sens au travail à travers l'écologie. Ensemble, nous trouvons des idées, des astuces, de la motivation et de l'inspiration pour rendre son quotidien au travail plus écologique et se sentir utile. Hello! Aujourd'hui, c'est un petit peu un épisode à plusieurs, puisque je réponds à vos questions concernant la sortie du livre Écolo au boulot, 60 éco-défis pour s'engager, qui est donc sorti fin juin aux éditions Jouvence. Je vais donc vous présenter un peu plus en détail ce dont parle le livre, pourquoi je l'ai écrit, comment ça se fait que j'écrive un livre, comment j'ai fait pour l'écrire en 2 mois, une question qui peut-être intéresse toutes les personnes qui envisagent d'écrire un jour. Vous m'avez aussi demandé des détails concernant le contenu du livre et aussi posé des questions d'approfondissement au-delà du livre sur l'écologie, l'engagement, convaincre les autres. Donc je vais répondre à tout ça et après vous saurez vraiment tout sur l'histoire de ce livre et j'espère que vous serez surmotivés pour peut-être le lire mais surtout agir. Alors je vais commencer par une question qu'on me pose tout le temps depuis la sortie du livre, qui en fait me paraissait évidente mais qui ne l'est pas du tout, c'est où est-ce qu'on peut le trouver, ce livre, où est-ce qu'on peut l'acheter. Donc il est sorti aux éditions Jouvence, ça veut dire que vous pouvez l'acheter sur leur site internet, sur le site de la maison d'édition directement, mais vous pouvez aussi demander à n'importe quelle librairie de le commander pour vous, et vous le récupérez chez eux sans frais de livraison. Vous pouvez aussi l'acheter sur les librairies en ligne, notamment les grosses comme Cultura, la Fnac, De Citre, etc. Qui sont d'ailleurs pas que en ligne. Et il existe d'ailleurs 2 versions, une version papier et une version e-book si vous avez une liseuse. Donc il coûte 5,95€ en version papier et 3,99€ en version numérique. Alors j'ai pas vraiment eu le choix du prix, parce que j'ai vendu mes droits d'auteur à la maison d'édition et c'est elle qui décide. Cependant, je suis quand même ravie, vraiment hyper contente que le prix soit très accessible, parce que déjà ça évite que ce soit un frein, c'est un livre à tout petit prix. Et c'est vrai que du coup, il y a même certaines personnes qui en profitent pour en acheter plusieurs, qu'elles offrent à leurs collègues, à la famille, des partenaires, des clients, ou qu'elles laissent traîner dans une salle d'attente de l'entreprise ou vers la machine à café pour que le livre puisse circuler et être lu par le plus grand nombre. C'est d'ailleurs une démarche que je salue et que j'avais fait moi-même avec d'autres livres. Bon alors la question pratico-pratique étant évacuée, j'attaque cette fois avec une première question orale. Hello Cassandre, c'est Agathe. Je voulais juste savoir comment tu avais eu le déclic pour écrire ce livre, alors qu'il y avait déjà ton podcast, ta newsletter, le groupe LinkedIn, etc. Donc voilà, est-ce que ça avait été une opportunité ou plutôt une initiative de ta part suite à un événement particulier? Voilà, merci beaucoup en tout cas. Merci beaucoup Agathe pour ta question et ton soutien. C'est en effet une question qu'on m'a aussi posée par écrit. Est-ce que voilà, c'était prévu ou pas que j'écrive un livre ou est-ce qu'on m'a proposé? On m'a aussi demandé comment j'avais eu l'idée et en fait, il y a plusieurs raisons et événements. Je pense que l'idée d'un guide pour agir au travail, être écolo au boulot, je l'avais un petit peu en tête depuis le début. En fait, j'avais choisi de faire des articles de blog, puis le podcast un peu par facilité, pour avoir le temps de traiter chaque sujet un, jusqu'à ce qu'en fait j'oublie l'idée du guide. Mais l'anecdote, c'est que le dossier que j'avais créé sur mon ordinateur, vraiment le jour où j'ai commencé à m'intéresser au sujet de l'écologie au travail, et que j'ai voulu mettre au même endroit toutes les ressources que je trouvais, et ben ce dossier-là, je l'avais appelé Écolo au boulot, le guide. Voilà, à l'origine, c'était une démarche personnelle, parce que je cherchais les moyens d'être plus écolo à mon boulot, mais j'ai tout de suite eu envie de le partager, parce que j'avais conscience qu'agir seule dans mon coin, ça suffisait pas. Donc dans le dossier sur mon ordinateur, au début, j'avais noté absolument toutes les idées que je trouvais, à partir d'une recherche Google où j'avais tapé écolo au boulot, et puis j'ai fait les 20 premières pages de recherche. J'ai trié tout ce que j'avais trouvé par thème, donc déplacement, numérique, énergie, déchets, etc., et au départ, je choisissais une action que j'avais envie de faire moi-même pour en faire un article sur le site internet Écolo au boulot. Bref, ensuite c'est devenu un podcast pour faire parler des personnes qui avaient mené d'autres actions, des experts, etc. Et puis, il y a eu un autre élément là-dedans, c'est qu'il y a 2 ans, pendant l'été,
j'ai repris tous les sujets et idées d'action que j'avais notés et j'ai tout ordonné pour le mettre dans un PDF qui est devenu un e-book gratuit de quelques pages qui était sur mon site internet. Donc ça s'appelait 66 idées d'action écolo au boulot. Et c'était vraiment une liste à la Prévert classée par thème d'idées pour agir. Assez simple, mais je sais que c'est un support qui a beaucoup plu. Il a été pas mal téléchargé. Je sais même que certaines personnes en entreprise ont repris les idées du guide pour réaliser des documents de sensibilisation interne, pour donner des idées à leurs propres collègues. Donc je voyais que c'était utile. Cela dit, à ce moment-là, je pensais plus du tout à mon histoire de guide écolo au boulot. Je faisais mes podcasts et voilà. Jusqu'à ce que, un jour, je reçoive un email de Laura, qui est éditrice chez les éditions Jouvence, qui m'écrit qu'ils veulent sortir un livre sur le sujet de l'écologie au travail, un peu comme mon e-book gratuit mais en plus développé, et me demande si ça m'intéresse de l'écrire. Je crois que j'ai relu le mail 10 fois pour être sûre de comprendre. En plus, je connaissais pas cette maison d'édition, donc j'ai fait des recherches pour être sûre que c'était pas une arnaque, que la maison était sérieuse, etc. Et une fois que j'ai validé tout ça, tout s'est passé assez rapidement. J'ai échangé en visio avec Laura, j'ai profité des vacances de Noël pour rédiger un plan détaillé de ce à quoi ça pourrait ressembler, le livre. Ça lui allait, donc on a signé le contrat et j'avais 2 mois pour l'écrire. Ouais, 2 mois. Bon, si ça avait vraiment pas été possible pour moi, j'aurais pu avoir plus de temps, mais en fait je me rendais compte que ça allait être beaucoup de travail, et que si c'était sur un temps court, 2 mois, ça passerait vite. Je l'ai vraiment pris comme un challenge. Je me suis dit, allez, je le fais, et au pire, ça dure que 2 mois. Donc vous voyez qu'en gros, le déclic, comment ça se fait que j'écrive un livre, et ben c'est un mélange de hasard de la vie, une opportunité qui est arrivée à moi, mais j'étais aussi prête à la saisir parce que mon idée de départ, même si je l'avais un peu oubliée entre-temps, c'était d'avoir un guide avec toutes les idées pour s'engager au travail. Et ça me permet d'enchaîner avec une question écrite, cette fois, qui dit comment ça s'est passé la rédaction du livre, qu'est-ce que tu as trouvé facile, difficile et qu'est-ce qui t'a plu ? La première chose, c'est que 2 mois pour écrire un livre, quand on travaille à temps plein, en plus j'avais pas décidé de mettre le podcast ou les ateliers et les réseaux sociaux sur pause, ça demande de l'organisation. Donc je l'ai peut-être déjà dit dans le podcast, mais justement l'organisation, les méthodes de productivité, etc., c'est un peu un de mes dadas. J'adore m'organiser. J'ai lu plusieurs livres ces dernières années sur la mise en place d'habitudes et sur la productivité. Donc ça faisait aussi un peu partie de ce qui me plaisait dans ce challenge, d'essayer de trouver comment j'allais trouver le temps et les moyens d'ajouter ça à une vie professionnelle déjà très remplie. Et le conseil que m'a donné mon éditrice, c'est d'écrire tous les jours, tous les jours, tous les jours. Il fallait donc que ça devienne une habitude, et j'ai décidé de la coller au moment du petit déjeuner. Donc pendant 2 mois, tous les matins, à l'heure du petit-déj, que ce soit 10 minutes ou 1 heure, j'ai écrit. À la maison, dans le train, dans un café, même une fois en refuge de haute montagne dans les Alpes sur mon portable, j'ai écrit quelques lignes pour avancer un peu tous les jours. Forcément, j'ai un peu réorganisé mes matinées, un petit peu moins de sport, ou alors le faire plutôt le midi ou le soir, ou le week-end. Par contre, je voulais continuer toutes mes activités de podcast, même si j'avais un peu moins de temps à y consacrer. Concrètement, j'ai un peu moins pris le temps de manger le midi, ou j'ai travaillé un peu les week-ends par rapport à d'habitude où je le faisais pas trop. Surtout à partir de mi-février, il me restait 2-3 semaines pour rendre le livre, c'était le money time, donc j'ai un peu travaillé les week-ends. Alors j'avais déjà rédigé un plan détaillé. C'est vrai que ça a aidé parce que je savais déjà ce qu'il fallait que j'écrive. En gros, le plan était fait, j'avais entre guillemets plus qu'à remplir. Et ça a été l'occasion d'ouvrir mes anciens articles de blog et de podcast pour trouver les conseils que j'avais déjà donnés, retrouver les chiffres clés. Et l'avantage d'avoir 3 ans d'existence d'écolo au boulot, c'est que j'avais déjà traité beaucoup de sujets. Donc j'avais assez peu de recherches à faire parce que c'était déjà fait. Alors cela dit, il y a des sujets dont je voulais parler dans le livre et que je n'ai encore jamais abordé sur le podcast. Par exemple, la biodiversité ou les analyses de cycle de vie d'un produit. Et là, ça m'a pris plus de temps que prévu parce que j'ai dû faire des recherches, lire des articles, des guides, des études sur ces sujets pour me les approprier et proposer des actions pertinentes dans le livre. Donc cette partie-là était un peu plus longue, mais
d'un point de vue intellectuel, pour moi, c'était assez stimulant aussi d'apprendre de nouvelles choses dans la démarche. Donc voilà, c'était pas un problème, au contraire. Un autre point qui était important pour tenir mon objectif d'écriture, c'était les rendus intermédiaires qu'on a mis en place avec mon éditrice. On s'est donné 3 dates de rendu. Fin janvier 2023, mi-février et fin février. Ça me donnait un peu le rythme à tenir, et aussi ça me permettait d'avoir des retours de l'éditrice, et de me rassurer sur le fait que j'étais pas en train de faire n'importe quoi. Parce que bon, c'était quand même la première fois que j'écrivais un livre, j'avais besoin de me faire relire et qu'on me dise voilà, c'est ok, vas-y, continue dans cette lancée. Donc de ce fait-là aussi, je pense qu'il y a eu assez peu de modifications et de corrections à faire une fois que j'ai eu fini d'écrire. Pour l'anecdote, d'ailleurs sur la phase de correction du livre, j'ai eu surtout des corrections d'anglicisme. J'ai découvert que certains thèmes, certains mots qui me paraissent tout à fait français sont en fait des anglicismes. Et c'était étonnant. Par exemple, j'avais écrit la personne en charge de un sujet, et en fait c'est un anglicisme basé sur in charge of, et donc on a remplacé par la personne responsable de. Voilà, je ferme la parenthèse sur les corrections, mais il y avait des petites surprises comme ça. Alors une dernière chose que je peux vous raconter sur le processus d'écriture et dont vous pouvez vous inspirer si vous avez un long projet et que vous avez besoin de rester motivé, c'est de découper votre projet en plusieurs parties. Et donc dans mon cas, je m'étais basée sur le nombre de caractères du livre. Dans mon contrat, j'avais 100 000 caractères à écrire. Bon, au final, j'en ai fait un peu plus que ça, bien 10% de plus, mais voilà, j'avais découpé. Et tous les 10 000 caractères, du coup, je me faisais un petit cadeau, un plaisir, aller écrire dans un café avec un grand cappuccino en mode auteur, faire un karaoké, m'offrir un massage, etc. Et c'est vrai qu'au début, ça m'a clairement motivée pour avancer en tenant le rythme d'écriture. Sur la fin, j'avais plus besoin de ça, fallait que j'avance, c'était tellement clair pour moi que j'avais plus besoin de me motiver. Donc si je récapitule un peu ce process d'écriture, j'ai bien aimé écrire. À partir d'un plan que j'avais défini à l'avance, je me suis organisée pour créer de l'espace et du temps pour le faire. C'est vrai que ça dure que 2 mois, c'était un peu rassurant aussi pour moi, parce que voilà, je donnais tout sur cette période-là, mais après c'était fini sur la partie écriture. J'ai mis en place des jalons individuels qui étaient motivants pour moi, et aussi des rendus intermédiaires avec la maison d'édition pour être capable de rendre l'ouvrage en temps et en heure. Je continue avec un autre message écrit. C'est une auditrice du podcast qui dit « J'avais bien aimé ton e-book, est-ce que le livre c'est la même chose avec plus de détails ? Hâte de le découvrir. » Donc déjà moi aussi j'ai très très hâte que vous le découvriez et d'avoir vos retours. Premiers échos que j'ai eus, ça vous donne de bonnes idées à mettre en place dans l'entreprise, et bon, ça tombe bien parce que c'est le but. Je vais entrer dans le détail de ce qu'on trouve dans le livre. Alors en effet, on a d'une part les 60 éco-défis, comme dans le e-book, alors c'est pas forcément les mêmes d'ailleurs, mais avec du détail et des conseils pour les mettre en place. C'est beaucoup plus expliqué, c'est beaucoup plus détaillé. Donc, cette première partie du livre sur les éco-défis, elle se structure en 7 thématiques, les déplacements, l'énergie, les déchets et l'utilisation de matière, la biodiversité, l'alimentation, le numérique et la solidarité. Et donc chaque thématique, j'ai listé des actions à mener et elles sont toujours divisées elles-mêmes en 3 niveaux. Individuellement, tout seul de mon côté, qu'est-ce que je peux faire ? Collectivement, entre collègues ou dans mon service, qu'est-ce qu'on peut faire ? Et globalement, au niveau de l'entreprise ou de son écosystème, comment est-ce que ça peut être déployé ? Je vous donne un exemple, un de mes sujets préférés, vu que c'est mon métier, les déplacements. Et je sais que ça intéresse aussi l'auditrice qui a posé la question. Prenons donc un défi covoiturage par exemple. Le livre propose à son niveau individuel de s'inscrire sur une plateforme de covoiturage. Collectivement, de créer un équipage de covoiturage dans l'entreprise, avec des collègues, et au niveau global de l'entreprise, de soutenir la pratique du covoiturage dans l'entreprise avec par exemple, des animations, de la mise en relation des personnes dans l'entreprise, des incitations financières pour covoiturer, des places de stationnement dédiées. Et voilà, c'est l'occasion de rappeler que covoiturer, ça diminue forcément par 2 l'impact énergétique, environnemental de la voiture par rapport à si on était tout seul dans sa voiture.
Donc voilà comment sont déclinés tous les éco-défis. Dans chacun des 7 chapitres thématiques, il y a quelques chiffres clés pour comprendre pourquoi on parle de ce thème-là, pourquoi on parle de ce sujet. Plusieurs éco-défis à des actions, à des niveaux d'action différents en fonction de ce que vous pouvez faire. Et donc, c'est bien aussi parce que c'est un livre qui s'adresse à tout le monde parce qu'il y en a pour tous les niveaux, qu'on soit débutant en écologie au travail ou responsable environnement qui cherche de l'inspiration et des idées. Alors cela dit, pour pas que vous me répondiez « Ah mais c'est plus facile à dire qu'à faire, Cassandre, tes éco-défis », il y a une deuxième partie du livre qui est l'état d'esprit écolo au boulot. En gros, la première partie, c'est le quoi, qu'est-ce qu'on peut faire, et la deuxième partie, c'est comment on le fait. Donc là, j'y liste différents moyens d'action, avec une démarche que je vous conseille pour lancer ces projets écolo au boulot. Donc j'explique comment au quotidien, toute l'année, vous pouvez diffuser cet état d'esprit écolo au boulot, comment s'organiser, comment convaincre. Et le truc que moi je trouve cool dans ce livre, c'est aussi qu'il est accessible parce qu'on est sur 120 pages mais écrit assez gros et le format du livre est plutôt petit, ça ressemble un peu à un livre de poche avec dans le texte des puces ou des bullet points pour ceux qui parlent anglais, avec des pictogrammes pour savoir si c'est un conseil individuel, collectif ou global. Et bon, moi je suis une personne plutôt synthétique, j'aime bien aller droit au but, et donc dans un petit format de livre où il y a un maximum d'informations avec ce qu'on peut faire et de comment on le fait. Donc moi je trouve que c'est top en première approche, ou quand on cherche des idées, mais je reconnais aussi que ça amène des questions comme celle-ci. Coucou Cassandre, moi je voulais savoir comment est-ce qu'on peut faire si jamais il y a un sujet qu'on aimerait approfondir, qui est déjà décrit dans le livre, mais sur lequel on aimerait avoir plus d'éléments. Est-ce que tu peux nous donner des éléments de réponse? Merci. Bonne question. Je viens de dire que c'est un livre synthétique, donc forcément, j'ai pas fait une dissertation sur chaque sujet abordé. Donc pour approfondir, il y a plusieurs choses. En premier, si j'ai cité une source, elles sont toutes répertoriées à la fin du livre. Donc s'il y a une note avec un petit numéro, vous pouvez aller regarder la source. Il y a quelques sources d'ailleurs qui sont des sites internet ou des rapports qui vous permettent d'approfondir. Sinon, j'ai peut-être fait un épisode de podcast à ce sujet, puisque voilà, on approche gentiment des 60 épisodes publiés, donc j'ai eu l'occasion d'aborder pas mal de thèmes. Et enfin, écrivez-moi directement si vous voulez approfondir quelque chose. Je suis joignable sur Instagram, LinkedIn. Sur LinkedIn, d'ailleurs, il y a une messagerie écolo au boulot directement sur la page maintenant, ou même par email à écoloauboulot@gmail.com. Je prends toujours le temps de répondre, de vous trouver des ressources. Et parfois, ça me donne aussi l'occasion de creuser moi-même un thème pour le podcast ou pour un atelier visio. Donc vraiment, n'hésitez pas, c'est aussi utile pour moi. Et donc voilà, n'hésitez pas et contactez-moi. Ça me donne aussi l'occasion de dire que je suis en train de développer un format atelier qui va avec le livre. Je vais le tester très bientôt et c'est un atelier pour mettre le livre en pratique directement. Donc contactez-moi si ce format d'atelier vous intéresse. Je pense en proposer gratuitement en ligne pour la communauté écolo au boulot. Je vais en faire en librairie aussi, mais voilà, du coup c'est réplicable. Et je travaille aussi sur un format conférence. Ça m'est arrivé plusieurs fois, même avant le livre, d'intervenir en table ronde ou en conférence sur l'écologie au travail. Pour la sortie du livre, c'est aussi une bonne occasion pour moi de diffuser mon message qui est que tous les professionnels peuvent agir sur l'écologie au travail. Il y a besoin de tout le monde d'ailleurs pour le faire, et il faut intégrer et outiller les salariés, les professionnels en entreprise pour qu'ils puissent porter ces actions et ces réflexions dans le quotidien de l'entreprise, pour que ça devienne vraiment du concret et que ce soit plus anecdotique. Le livre, c'est une autre façon de porter ce message et c'est un outil pour montrer que c'est possible. Donc encore une fois, si ça vous parle, contactez-moi pour que je vous en dise plus. Bon allez, dernière question qui me demande un conseil, mais c'est vrai que ça fait le lien aussi avec le livre et c'est une question hyper intéressante que je pense beaucoup de monde se pose. Oui, bonjour Cassandre, ici Bertrand de Toulouse. Tout d'abord, félicitations pour l'écriture de ce joli livre qu'on va certainement se procurer très bientôt. Et je voulais savoir comment tu faisais pour convaincre autour de toi, sur quoi tu t'appuyais, alors que ce soit dans l'entreprise ou dans une vie plus perso, parce qu'on se rend compte aujourd'hui que malgré tout, on se retrouve face à des gens qui sont souvent bornés et des gens moi je parle pour ma génération, des gens d'une trentaine d'années
qui sont pas du tout concernés par la cause, on va dire, écolo au sens large. Donc voilà, j'aurais aimé savoir comment tu faisais pour en parler et convaincre autour de toi sur des actions qui peuvent être même des fois simples. Voilà, je te remercie. Alors, c'est un sujet compliqué en effet, mais qui est abordé dans le livre. Il y a un chapitre qui s'appelle « Comment convaincre ». Et là, je suis allée chercher des apports en psychologie sociale, en changement de comportement, et aussi un peu sur mon expérience et tout ce qui a été partagé sur le sujet ces dernières années sur le podcast. Donc je vais pas vous faire une lecture du chapitre, je vous laisse le découvrir par vous-même, mais je vais vous donner quelques conseils. Donc d'abord, il faut connaître les personnes et identifier pourquoi elles sont pas écolos, pas intéressées, pas concernées. D'ailleurs, il y a plein de personnes qui mènent des actions écolos ou de sobriété sans le savoir, sans dire que c'est écolo, parce que en fait pour elles c'est juste du bon sens. Donc déjà on voit que on va pas forcément convaincre les personnes à se considérer comme écolo, c'est pas ça l'enjeu, parce qu'en plus voilà c'est peut-être pas une étiquette qui les attire. C'est vrai que parfois malheureusement c'est un peu connoté. Il faut plutôt utiliser les freins, mais aussi les leviers de changement chez les personnes qu'on veut convaincre. Donc notez leurs arguments. Essayez pas de les convaincre absolument, mais questionnez-les pour comprendre quels sont leurs freins, et quels sont leurs vrais freins, et les leviers aussi. Et voilà, s'il y a un comportement précis que vous voulez leur faire adopter, ça permettra de préparer les bons arguments. C'est complètement fou ce que je suis en train de dire, mais en gros, pour convaincre, n'essayez pas de convaincre. Et essayez de comprendre les personnes avant. Et à la place, vous pouvez aussi leur présenter des actions sous le prisme des choses qui leur plaisent. Donc au lieu de dire on va covoiturer parce que c'est plus écolo, une personne qui est très sociable, qui adore rencontrer des gens ou passer du temps avec ses amis, on va lui dire pour se marrer dans la voiture en allant travailler, on pourrait faire la route ensemble. Une personne qui adore les animaux, vous allez lui dire que pour protéger les oiseaux des canicules, il faut planter des arbres et baisser la climatisation parce que l'air chaud est renvoyé dehors. Et en fait, c'est beaucoup plus facile de faire une action à quelqu'un sans parler d'écologie, mais en se basant sur d'autres arguments. C'est sympa, c'est nouveau, c'est pas cher, c'est bon pour la santé. Plutôt que d'essayer de convaincre sur on va sauver la planète si la personne elle y croit pas. Si pour elle, c'est pas les actions individuelles qui vont permettre de sauver la planète, faut pas aller la chercher sur ce sujet-là. Et dernière chose, il faut montrer que c'est possible. Basez-vous sur des actions précises. Voilà, en ce moment c'est l'été et je vois plein de monde partager ses itinéraires de voyage en Europe en train ou à vélo. On voit que c'est possible, qu'il y a des gens qui le font, même que ça a l'air sympa. Et du coup, ça veut dire que moi aussi, je peux le faire. Donc, n'hésitez pas à partager plein d'exemples de personnes du même âge ou de la même profession, par exemple, qui pourraient en inspirer plein d'autres. Et nous-mêmes, on fait plein d'actions qui nous paraissent simples, mais on peut aider d'autres personnes comme nous. On peut les conseiller ou juste parler de ce qu'on fait pour donner l'exemple, sans en attendre quelque chose. Le mieux, clairement, pour que des personnes vraiment mettent en place des changements dans leur mode de vie et soient écolo, c'est qu'elles soient suffisamment informées et formées aux conséquences du changement climatique parce qu'on sait à quoi ça sert d'agir. Donc en tout cas en entreprise, la formation, la pédagogie c'est hyper important, il faut donner du sens à ce qu'on demande aux autres. Dans d'autres cercles comme les amis, la famille, ça peut être des ateliers comme la fresque du climat entre amis. Moi je l'avais faite sous forme de brunch avec des copains, c'était sympa. Ou alors on peut regarder un documentaire ensemble, ou on peut prêter un livre. En fait, à chaque fois qu'on fait ça, on sème une graine de transition écologique et elle germera quand ce sera le bon moment pour la personne, quand elle aura reçu suffisamment d'informations pour être prête à accepter cet énorme défi du dérèglement climatique auquel on fait déjà face. On a fait le tour des questions sur le livre et la démarche écolo au boulot en général. Alors j'espère que cet épisode vous a plu. Si vous lisez le livre, faites-moi des retours, je veux savoir ce que vous en avez pensé, si ça vous a été utile. Vous pouvez aussi laisser des avis sur les plateformes en ligne pour que le livre soit bien référencé et qu'il serve à un maximum de personnes. Je termine sur un grand merci à toutes les personnes qui ont déjà commandé, voire déjà lu le livre. Merci pour votre confiance, pour vos encouragements et j'espère que ce sera un super outil pour vous aider à développer l'écologie au travail. On se retrouve dans 2 semaines pour le dernier épisode de la saison, qui sera un peu un hors-série. Et je ferai ensuite une pause au mois d'août parce que je crois que j'ai bien travaillé ce début d'année. Merci pour votre écoute et à bientôt. Ciao!